70%, 48 heures, et un palais qui se tait. Un télégramme classifié tombe, et soudain, des décennies se réveillent, dettes accumulées, concessions héritées, accords tacites, et l'idée même de maîtrise de l'or, ce qui paraissait technique devient, en quelques lignes, un test de rupture. Que représente pour un peuple entier une décision prise dans cette fenêtre étroite, quand Ibrahim Traoré doit peser la survie budgétaire contre la souveraineté minière et le travail des communautés, sous le regard des puissances capables d'influencer les circuits et la diplomatie? Dans la chaleur du Sahel, tout bascule en silence. Ce récit ne cherche pas l'effet spectaculaire ni la glorification d'un instant isolé. Il propose une lecture méthodique d'un moment où une décision condensée a révélé des mécanismes longtemps dissimulés, reliant souveraineté, dette et ressources stratégiques. En suivant la séquence déclenchée par l'ultimatum, l'objectif est de comprendre comment un État enclavé évalue ses marges réelles quand les pressions extérieures se resserrent. L'enjeu est précis: comprendre ce qui se joue quand la souveraineté devient mesurable, chiffrée et conditionnée. Derrière les déclarations publiques, il existe des arbitrages techniques, juridiques et géopolitiques qui façonnent les conséquences bien au-delà des premières heures. Ce sont ces arbitrages que cette analyse met en lumière, sans extrapolation ni jugement rétrospectif. Le risque, lui, est double. D'un côté, refuser une exigence formulée sous contrainte peut exposer un pays à l'isolement financier et diplomatique. De l'autre, céder peut figer durablement une dépendance déjà contestée. Entre ces deux pôles, la trajectoire choisie par Ibrahim Traoré devient un point d'observation révélateur des tensions structurelles du Sahel contemporain. 70% et 48 heures. Ces deux marqueurs suffisaient à confirmer que la partie avait commencé bien avant que le public ne l'imagine. Derrière la neutralité administrative du télégramme, un chiffre abrupt et un délai fermé révélaient un rapport de force déjà installé, où la technique servait de masque à une pression structurelle. Cette mini-révélation éclaire un point central. L'ultimatum ne portait pas uniquement sur l'or, mais sur l'ensemble de l'architecture économique qui liait le Burkina Faso à l'extérieur. Pour comprendre ce basculement, il faut élargir le cadre sans l'alourdir. Depuis plusieurs années, le pays révisait progressivement ses contrats miniers, rapatriait une partie des bénéfices aurifères et renforçait la transparence autour des concessions. Ces ajustements, perçus à l'étranger comme marginaux, modifiaient pourtant un équilibre ancien, fondé sur des accords tacites hérités de décennies de négociations asymétriques. Dans ce contexte, l'ultimatum apparaît moins comme une surprise que comme une tentative de verrouillage. La scène interne se structure alors rapidement. Une économiste, un ingénieur des mines, une juriste formée localement et un officier chargé des zones sensibles recomposent les ramifications du message. Chacun identifie un fragment du réel: dépendance financière, vulnérabilité opérationnelle, levier juridique, risque sécuritaire. Ce travail de déconstruction transforme l'urgence en méthode, en imposant une lecture transversale des variables en jeu. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré intervient, non pour trancher immédiatement, mais pour exiger que chaque dimension soit clarifiée avant toute réponse. Cette posture austère marque une rupture discrète. La décision ne sera ni symbolique ni improvisée. Elle devra résister à la pression du temps et à l'anticipation des réactions extérieures. Le contexte régional renforce cette tension. Dans le Sahel, plusieurs États observent déjà ces signaux faibles, conscients qu'un refus assumé pourrait créer un précédent. Ainsi, ce qui semblait n'être qu'un échange technique se transforme en test de structure, où chaque heure gagnée ou perdue redéfinit la marge de manœuvre réelle du pays. La décision ne se construit pas dans l'abstraction.
Elle s'incarne dans des profils précis, réunis presque par nécessité autour d'un dossier devenu central. L'économiste apporte une lecture froide des flux. Dettes héritées, marge budgétaire réduite, dépendance aux circuits extérieurs. L'ingénieur des mines, lui, décrit des réalités plus concrètes, faites de concessions complexes, de sites vulnérables et de chaînes opérationnelles susceptibles d'être perturbées au moindre signal contradictoire. La juriste replace chaque clause dans une chronologie longue, rappelant que certains accords, présentés comme intangibles, peuvent devenir des leviers si le cadre change. L'officier, enfin, observe les signaux faibles sur le terrain, là où une hésitation peut se traduire par une perte de contrôle immédiate. Ces regards croisés produisent un premier effet tangible. La perception du temps se modifie. L'ultimatum n'est plus seulement une contrainte extérieure, mais un déclencheur qui révèle des vulnérabilités déjà connues mais rarement traitées ensemble. Le travail collectif met en évidence une conclusion provisoire. Attendre fragiliserait davantage la position nationale que répondre trop vite. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un arbitre solitaire, mais comme un point de convergence. Sa demande de clarification systématique transforme l'urgence en séquence structurée. Cette méthode produit un second effet, plus discret. Elle aligne des acteurs issus de sphères différentes autour d'un diagnostic partagé, condition indispensable pour toute action cohérente. À l'extérieur, les premiers signaux filtrent. Des mouvements inhabituels près de certaines zones minières, des échanges diplomatiques plus insistants et une nervosité perceptible sur les marchés régionaux indiquent que la situation est déjà observée. Sans décision publique encore annoncée, le simple fait d'analyser en profondeur modifie l'équilibre. Le sens devient alors clair, en quelques mots. Le temps n'est plus neutre, il est stratégique. Avant l'ultimatum, la situation suivait une logique familière. Les concessions minières fonctionnaient sous des cadres hérités, les échanges diplomatiques avançaient à bas bruit, et les ajustements engagés par l'État restaient progressifs, presque invisibles depuis l'extérieur. Après le télégramme, cette continuité se brise. Le temps se contracte, les priorités se hiérarchisent brutalement et chaque geste devient un signal interprété bien au-delà des frontières nationales. Le déclencheur est immédiat. Dans les premières heures, des instructions courtes circulent entre les conseillers civils et militaires, sécuriser les sites sensibles, suspendre les communications non protégées, figer temporairement certaines opérations minières. Il ne s'agit pas encore d'un refus formalisé, mais d'une reprise de contrôle préventive. Cette phase vise à refermer les brèches potentielles ouvertes par l'ultimatum avant même que les acteurs extérieurs n'anticipent une réponse ferme. Le mouvement gagne rapidement en intensité. Des équipes se déploient autour de plusieurs installations aurifères exploitées par des sociétés étrangères. Les autorisations sont réexaminées, parfois révoquées dans un silence administratif calculé. Les flux de données sont interrompus pour éviter toute extraction discrète d'informations stratégiques. À ce stade, l'action précède encore la communication. Le pays passe d'une posture réactive à une logique opérationnelle assumée. À un moment décisif, la reprise de contrôle devient visible. La reprise de contrôle devient visible. Une image relayée par des médias locaux montre un drapeau national flottant au-dessus d'un site stratégique. Le geste est simple, mais son impact est immédiat. Les marchés régionaux s'agitent, les analystes parlent d'un signal inattendu, et les capitales étrangères multiplient les tentatives de contact. Le silence officiel renforce la tension. L'absence de réponse devient en elle-même un message. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré apparaît publiquement. Son intervention est brève, sans emphase. Il rappelle que la dette ne peut dicter l'avenir d'un pays
et que la maîtrise des ressources conditionne toute trajectoire durable. Ce discours ne cherche pas à rassurer l'extérieur, il vise à structurer l'intérieur. En quelques phrases, il aligne l'action engagée avec un cadre politique lisible. Les répliques ne tardent pas. Les chancelleries occidentales évoquent une crise tandis que la presse africaine parle d'un refus assumé. Le cours de l'or réagit, traduisant l'incertitude créée par la reconfiguration soudaine des circuits miniers. Dans les rues d'Ouagadougou, la population observe avec prudence mêlant inquiétude et espoir. La décision cesse d'être une abstraction institutionnelle pour devenir un sujet de conversation quotidienne. À la fin de cette séquence, une chose est acquise. Le pays a franchi un seuil. L'ultimatum a déclenché une chaîne d'événements où chaque étape renforce la précédente. Ce n'est plus seulement une réponse à une pression extérieure, mais l'ouverture d'une dynamique dont les effets dépasseront largement les premières heures. Ici, il est utile de poser un repère de départ tel qu'il a été identifié par les équipes économiques. La structure de dette extérieure du Burkina Faso s'élève à environ 5,6 milliards de dollars, un héritage de plus de 20 années de négociations asymétriques. Ce niveau d'endettement, relativement stable à court terme, conditionnait jusque-là l'accès au financement, aux assurances logistiques et aux partenariats internationaux. En acceptant l'ultimatum, une réduction comptable rapide aurait été envisageable, mais au prix d'un transfert durable de contrôle sur les ressources aurifères. Le changement introduit par le refus est donc immédiat. La dette reste inchangée, mais la trajectoire de souveraineté économique cesse d'être négociable. Un second indicateur structurel concerne la production annuelle d'or, estimée autour de 85 tonnes. Avant la crise, près des 2 tiers de cette production échappaient encore au contrôle direct de l'État du fait de concessions historiques et de montages contractuels complexes. Après la reprise d'autorité engagée dans les premières 24 heures, le changement observé n'est pas une hausse instantanée des revenus, mais un changement de gouvernance. Les administrations peuvent désormais envisager une recentralisation progressive où chaque tonne extraite devient traçable et intégrée dans une logique budgétaire nationale. Cette évolution ne promet pas un miracle, mais elle modifie la direction des flux. Le troisième chiffre clé mesure le coût immédiat de la rupture. Les projections techniques anticipent une contraction du PIB d'environ 3,2% sur la première année. Ce recul est interprété comme la conséquence mécanique d'un pays enclavé réorganisant ses circuits économiques et diplomatiques. Le changement associé révèle cependant un paradoxe stratégique. Une perte à court terme peut ouvrir un gain structurel à moyen terme si la maîtrise des ressources permet de stabiliser les recettes publiques et de réduire la dépendance aux mécanismes d'endettement extérieur. Ce chiffre ne rassure pas, mais il clarifie les termes du choix. Autour de ces trois repères se dessine un tableau plus large. Les premières estimations internes évoquent une hausse potentielle de 22% des recettes minières publiques sur le trimestre suivant la reprise opérationnelle des sites. Cette projection reste présentée avec prudence car elle dépend de la capacité administrative à maintenir le contrôle et à éviter les contournements. Ici, la précision importe moins que la tendance. Le pays passe d'une logique de captation partielle à une logique de consolidation progressive. Un indicateur plus discret complète cette lecture. En quelques mois, la part des transactions réalisées en francs CFA diminue légèrement au profit de paiements bilatéraux ou locaux. Ce glissement est modeste, mais il signale un changement de confiance interne. Les conseillers y voient un marqueur silencieux, capable d'influencer la perception régionale du pays si la tendance se confirme. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne servent pas à justifier un discours, mais à encadrer l'action.
Ils offrent un langage commun pour anticiper les tensions à venir et mesurer les marges réelles de manœuvre. La souveraineté cesse alors d'être une abstraction politique. Elle devient une série d'écarts mesurables, suivis et assumés. Deux lectures opposées émergent rapidement, chacune portée par une cohérence interne solide. La première, défendue par des analystes pragmatiques, considère la position du Burkina Faso comme un pari excessivement risqué. Selon eux, un État enclavé, historiquement dépendant d'alliances financières et logistiques extérieures, dispose de marges très limitées pour absorber un choc diplomatique frontal. Il rappelle des précédents régionaux où des revendications de souveraineté minière ont conduit à des sanctions ciblées, à une spéculation accrue et, à terme, à un affaiblissement des structures économiques internes. Leur raisonnement repose sur une chaîne logique simple. Moins d'alliances fonctionnelles implique une exposition accrue aux ruptures d'approvisionnement, aux tensions monétaires et à l'isolement politique dans un environnement international déjà instable. La seconde lecture, portée par les partisans de la rupture, inverse complètement la perspective. Pour eux, l'ultimatum exigeant 70% des ressources aurifères révèle un déséquilibre ancien, maintenu par des concessions structurelles successives. Ils avancent que céder aurait figé durablement une dépendance incompatible avec toute reconstruction économique. Leur argumentation s'appuie sur des signaux internes observés dès les premières 24 heures: reprise d'autorité sur les sites, amélioration de la traçabilité des flux et réaffirmation d'un cadre décisionnel national. Dans cette optique, la perte à court terme n'est pas un échec, mais le coup d'entrée d'une trajectoire de consolidation à long terme. Entre ces deux pôles, une troisième approche plus analytique tente de dépasser l'opposition. Certains universitaires et observateurs régionaux proposent de considérer la situation comme une expérience grandeur nature, révélant les limites d'un modèle économique imposé au Sahel depuis des décennies. Il note que la réaction internationale, mêlant pression diplomatique et ajustement de marché, indique que la décision teste la solidité de mécanismes longtemps perçus comme immuables. Cette lecture ne préjuge ni du succès ni de l'échec, mais souligne que l'enjeu dépasse un seul pays. La mise à l'épreuve des données disponibles permet d'apporter une nuance décisive. Les chiffres montrent que le choc est réel mais circonscrit, tandis que les gains potentiels dépendent d'une capacité administrative et régionale à tenir la ligne dans le temps. Ainsi, chaque position repose sur une rationalité défendable, mais aucune ne peut ignorer la contrainte centrale. La souveraineté assumée a un coût mesurable et c'est sa gestion, plus que son principe, qui déterminera l'issue. Cette phrase courte, apparue sur les écrans nationaux, marque un basculement discret mais décisif. Elle révèle que la décision prise à Ouagadougou ne reposait pas uniquement sur un calcul interne, mais sur une coordination déjà en gestation. Derrière le refus assumé de l'ultimatum, un protocole avait été négocié dans la discrétion avec deux autres pays du Sahel, visant la défense commune des ressources stratégiques. Ce dispositif, qui sera plus tard désigné comme le bouclier AES, modifie immédiatement la lecture de la crise. Jusqu'ici, l'analyse supposait une trajectoire nationale exposée, presque isolée. La révélation change l'échelle. La souveraineté du Burkina Faso cesse d'être une expérience individuelle pour devenir le noyau d'une architecture régionale émergente. Le principe est simple: toute pression exercée sur l'un des partenaires est perçue comme une pression collective. Cette logique ne crée pas un rapport de force inédit, elle rend visible un alignement déjà en formation. Dans les capitales voisines, la réaction est immédiate. Les radios relaient des messages de solidarité, les symboles circulent et un mot d'ordre s'impose dans l'espace public.
À ce stade, la décision portée par Ibrahim Traoré n'est plus interprétée comme un geste de rupture isolé, mais comme un signal d'agrégation régionale. Le risque se redistribue, tout comme la responsabilité. Ce point de bascule ne promet pas une protection totale. Il introduit cependant un changement fondamental. La pression internationale doit désormais composer avec une logique de bloc et non plus avec un acteur unique. La trajectoire à venir se complexifie, mais elle gagne en profondeur stratégique. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La reprise d'autorité sur les sites stratégiques oblige à renforcer rapidement les capacités administratives, fiscales et sécuritaires. Les ministères concernés doivent coordonner données, contrôles et arbitrage dans un calendrier resserré. Cette contrainte expose les fragilités existantes, mais elle crée aussi un effet d'apprentissage accéléré. En centralisant l'information et en réduisant les zones grises contractuelles, l'appareil public gagne en lisibilité. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas seulement de tenir une position politique, mais de transformer cette pression en discipline institutionnelle mesurable. Pour les entreprises, l'impact est plus contrasté. Certaines sociétés étrangères suspendent leurs opérations, inquiètes d'une instabilité juridique ou d'un effet domino régional. D'autres acteurs, notamment issus de pays non alignés, explorent des partenariats fondés sur la copropriété, le transfert technologique et des clauses de partage plus équilibrées. Cette recomposition ne signifie pas un rejet du secteur privé, mais une redéfinition des règles d'accès. À court terme, l'incertitude pèse sur l'investissement. À moyen terme, elle sélectionne des acteurs prêts à opérer dans un cadre plus transparent et plus contraignant. Du côté de la population, les effets se manifestent de manière diffuse mais tangible. Dans les villes comme dans les zones rurales, la décision devient un sujet de discussion quotidienne. Les citoyens observent les annonces publiques, s'interrogent sur les prix, l'emploi et la stabilité. En parallèle, un sentiment d'implication nouvelle émerge. Les métiers liés aux mines, à la logistique et à la sécurité suscitent un intérêt accru, tandis que les débats économiques gagnent les écoles et les universités. Cette dynamique n'efface pas les inquiétudes, mais elle transforme la souveraineté en expérience vécue, et non plus en abstraction lointaine. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions sont immédiates. La coordination entre pays du Sahel modifie les flux d'or, de données et d'influence. Les ports de transit voient leurs volumes ajustés, et certaines capitales africaines réévaluent leurs propres marges de manœuvre. La décision burkinabé agit comme un révélateur. Elle montre que des choix longtemps perçus comme impossibles peuvent être envisagés collectivement. Cette reconfiguration attire l'attention des chancelleries extérieures, contraintes d'adapter leur lecture d'un espace régional désormais plus cohérent. Pris ensemble, ces quatre cercles dessinent une réalité complexe. La décision initiale n'apporte ni victoire immédiate ni effondrement annoncé. Elle redistribue les coûts et les opportunités entre acteurs, tout en imposant une exigence de cohérence dans la durée. La question n'est plus de savoir si la pression existe, mais comment chaque groupe apprend à y répondre sans rompre l'équilibre fragile qui s'installe. Une première trajectoire possible repose sur l'hypothèse la plus sobre, tenir la ligne. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso consolide progressivement la reprise de contrôle des sites miniers tout en maintenant la coordination régionale amorcée. Les partenariats avancent avec prudence, sans rupture majeure ni accélération spectaculaire. La croissance reste modeste, freinée par l'ajustement des circuits logistiques, mais elle se stabilise. L'État absorbe le choc initial grâce à une discipline budgétaire renforcée au prix d'efforts sociaux mesurés. Si cette ligne est tenue, le pays ne gagne pas rapidement, mais il évite le recul structurel. Une deuxième trajectoire, plus optimiste, suppose un effet d'entraînement régional.
La coordination entre pays du Sahel s'élargit à certaines infrastructures, à la logistique et à la sécurisation des échanges. Des mécanismes de cofinancement apparaissent, portés par des acteurs non alignés et par les diasporas. L'investissement se diversifie lentement, réduisant la dépendance à un seul secteur. Dans cette configuration, la souveraineté économique cesse d'être une exception nationale pour devenir un modèle émergent à l'échelle régionale. La croissance reste progressive, mais elle s'ancre dans des bases plus autonomes. Une troisième trajectoire, plus pessimiste, explore une crête étroite. La pression extérieure s'intensifie sous forme de sanctions ciblées, de retards logistiques et de tensions monétaires. L'inflation complique le quotidien des ménages et fragilise certaines petites entreprises. Les partenaires les plus prudents suspendent leurs engagements, laissant l'État avancer avec des marges réduites. Dans ce cas, la cohésion interne devient le facteur décisif. Chaque erreur de pilotage a un effet amplifié et la résilience sociale est mise à l'épreuve. Face à ces trois trajectoires, une méthode s'impose. Pensez chaque décision en termes de résilience à 12 mois, non de gain immédiat. Si une mesure renforce la capacité à absorber un choc futur, elle mérite d'être envisagée. Si elle fragilise l'équilibre à court terme sans bénéfice structurel, elle doit être reconsidérée. Cette grille ne prédit pas l'avenir, mais elle aide à naviguer dans l'incertitude. Pour le citoyen ordinaire, la crise ne se traduit pas d'abord par des chiffres abstraits, mais par une attention nouvelle portée aux décisions publiques. Les annonces économiques, autrefois perçues comme lointaines, deviennent des repères concrets pour comprendre les prix, l'emploi et la stabilité. Cette vigilance transforme le rapport à l'État. Les choix budgétaires et contractuels sont observés, discutés et parfois contestés. Dès lors, une première piste d'action apparaît naturellement: s'informer régulièrement à partir de sources fiables afin de relier décisions nationales et effets quotidiens. Pour les professionnels et les travailleurs, notamment dans les secteurs liés aux mines, à la logistique et aux services, la situation agit comme un révélateur de compétences. Certains métiers gagnent en visibilité, d'autres subissent une pression accrue liée aux ajustements économiques. Cette transition met en lumière un besoin central: renforcer la formation technique locale et la capacité d'adaptation. Dans le même esprit, une seconde piste se dessine: investir dans l'apprentissage et la montée en compétences pour réduire la dépendance aux expertises extérieures. Pour les étudiants, les enseignants et les acteurs de la société civile, l'épisode devient un objet d'analyse collective. Les notions de dette, de souveraineté et de ressources stratégiques quittent le registre du discours politique pour entrer dans celui de la pédagogie. Les débats se structurent, parfois contradictoires, mais ils participent à une appropriation progressive des enjeux. Cette dynamique crée un espace où la critique informée vaut davantage que l'adhésion émotionnelle. Enfin, pour ceux qui observent la situation depuis l'étranger, la trajectoire du Burkina Faso invite à nuancer les lectures simplistes. Elle montre qu'un choix politique n'est jamais isolé. Il affecte des chaînes sociales, économiques et culturelles imbriquées. À ce niveau, l'exemple porté par Ibrahim Traoré n'impose pas un modèle, mais ouvre une question plus large sur la capacité des sociétés à comprendre et accompagner des décisions coûteuses mais structurantes. Pris ensemble, ces perspectives rappellent une évidence souvent négligée: personne n'est spectateur passif. Chacun, à son échelle, contribue à la solidité ou à la fragilité de la trajectoire engagée. Pour aller plus loin, la phase suivante exige une méthode claire, capable de transformer une rupture politique en stabilité durable. Ibrahim Traoré insiste alors sur un principe simple: chaque taxe doit être assignée, datée et mesurable afin que la souveraineté ne repose plus sur l'intuition, mais sur des procédures capables de tenir sous pression. D'abord, un premier axe concerne la sécurisation intégrale des sites stratégiques. Des unités mixtes
assurent une présence continue sur les zones sensibles avec un objectif opérationnel immédiat: éliminer toute fuite non autorisée d'informations ou de ressources. Le critère d'évaluation est volontairement strict et lisible, fondé sur des rapports mensuels vérifiables. Ensuite, un deuxième axe porte sur la révision fiscale et contractuelle. Les concessions minières sont réexaminées selon des clauses de transparence, d'équité et de redistribution locale. Chaque trimestre, des bilans intermédiaires permettent de mesurer l'alignement entre la valeur extraite et l'intérêt national, sans dépendre d'annonces politiques ponctuelles. Puis, un troisième axe vise la numérisation et la traçabilité des échanges. Les autorités monétaires pilotent le déploiement progressif de systèmes de paiement et de suivi des flux interconnectés à l'échelle régionale. L'indicateur central reste la part croissante des transactions intégrées dans des circuits contrôlés. Après cela, un quatrième axe concerne l'éducation économique. Des modules pédagogiques expliquent dettes, ressources et échanges commerciaux avec un calendrier de diffusion sur 12 mois. L'intégration dans les cursus constitue la mesure clé de réussite. Enfin, la coopération horizontale régionale vient structurer l'ensemble. Chaque accord repose sur des tableaux de Liao de suivi semestriel garantissant une réciprocité mesurable. Ainsi, la souveraineté se construit comme un processus suivi et non comme une déclaration figée. Un an après les premières heures de tension, les visages réunis autrefois dans une petite salle d'analyse réapparaissent dans l'espace public. L'économiste au ton posé, l'ingénieur des mines attentif aux détails opérationnels, la juriste formée localement et le jeune officier chargé des zones sensibles ne symbolisent pas une victoire, mais une continuité. Leur présence rappelle que la réponse à la pression extérieure n'a jamais été un geste héroïque isolé, mais un travail méthodique né d'une inquiétude maîtrisée. Sur une place d'Ouagadougou, Ibrahim Traoré résume la trajectoire sans emphase. Il évoque les choix difficiles, les coûts assumés et la patience exigée par une reconstruction durable. Le discours reste sobre, presque austère, mais il résonne parce qu'il renvoie à une expérience partagée. La souveraineté n'est plus un slogan. Elle s'incarne dans des procédures, des apprentissages et des compromis quotidiens. Le motif initial revient alors naturellement. Comme lors des premières heures, rien n'est figé, mais tout est désormais conscient. Les décisions ne sont plus subies, elles sont débattues, suivies et corrigées. Cette maturité collective constitue peut-être le changement le plus profond, celui qui ne se mesure pas immédiatement en chiffres. Une phrase circule, reprise sans mise en scène excessive. Protéger ce qui nous appartient demande plus de constance que de bravoure. Elle résume l'état d'esprit qui s'est installé, loin de l'euphorie comme du renoncement. Dans ce rappel, l'histoire se referme sans fracas. Elle laisse place à une vigilance calme, nourrie par l'expérience plutôt que par la certitude. À l'issue de cette séquence, une évidence s'impose progressivement. Ce qui s'est joué ne relève ni d'un épisode clos, ni d'un modèle prêt à être reproduit. Il s'agit d'un moment d'apprentissage collectif où décisions politiques, réactions sociales et contraintes extérieures se sont entremêlées. La trajectoire engagée par le Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré n'invite pas à l'adhésion automatique mais à l'observation attentive. Pour certains, cette histoire restera celle d'un refus assumé face à une pression excessive. Pour d'autres, elle soulèvera des interrogations sur les coûts réels de la souveraineté et sur la capacité d'un État à tenir une ligne dans la durée. Entre ces lectures, un espace s'ouvre, celui du dialogue informé, fondé sur des faits, des chiffres et des expériences concrètes plutôt que sur des récits simplifiés. Ce récit n'appelle donc pas à applaudir ni à condamner, il invite à suivre, comparer
et questionner comment les équilibres évolueront-ils à moyen terme? Quels ajustements seront nécessaires pour préserver la cohésion sociale et économique? Et surtout, comment d'autres sociétés, confrontées à des choix similaires, interpréteront-elles cette expérience? Rien n'est figé. Les trajectoires restent ouvertes, dépendantes de décisions quotidiennes, souvent invisibles. La suite ne se joue pas uniquement dans les palais ou les chancelleries, mais aussi dans la manière dont ces choix sont compris, discutés et transmis. Quelle lecture personnelle retenez-vous de cette séquence et quelles questions vous semblent-elles encore laissées ouvertes?